la journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Tchin tchin Graziella, tchin tchin tout le monde, voilà. Numéro 11. Voilà, notre 11e apéritif. Installez-vous bien confortablement, Voilà. 18h, un petit coup. Ouais, Et- un coup même de sans alcool, hein, ça nous va. Oui, ouais, ça elle dit ça pour pas qu'on paraisse pour des alcooliques, Non, mais on c'est est pas trop des- tard. C'est trop tard. Allez, sentez. On va reprendre notre fil rouge. Oui, toujours L'école des Martin soignantes. Vinclair, l'école des soignantes, Voilà. chez Paul. Alors aujourd'hui, ça va être un apéritif un petit peu lourd. Un peu particulier. Ouais, particulier. On vous dira pourquoi après. Je suis celle. Je suis celles qui ont été enlevées sur la route et qui ne sont jamais revenues. Je suis celle qui, pour survivre à leur vie d'esclave, ont couché avec le maître. Je suis celles qui ont ramassé du bois jusqu'à ce qu'elle soit aussi sèche que lui. Je suis celle à qui on dit de se taire, mais que personne ne pourra empêcher de penser. Je suis celle qui apprend à lire en cachette. Je suis celle qui met sou par sou de côté en sachant exactement ce qu'elle va en faire. Je suis celle qui sort défiler dans la rue devant les hommes armés pour qu'on lui rende le corps de son fils. Je suis celle qui interdit à d'autres femmes de parler à sa place. Je suis celle qui refuse de s'asseoir au fond du bus. Je suis celle qui, première de sa famille, franchit les portes de l'école. Je suis celle qui se prépare à partir. Je suis celle qui s'en va sans laisser d'adresse. Je suis celle à qui on a déconseillé de faire ce boulot-là et qui le fait quand même. Je suis celle qui présente sa candidature à un travail, un poste, une fonction que l'on n'a jamais offert jusqu'ici à des personnes de son genre et qui, quand on rejette sa candidature, postule de nouveau. Attends, j'ai pas dit le titre. Alors, aujourd'hui, malheureusement, cela fait 10 ans Oui. que la guerre de Syrie a éclaté Et voilà. et qu'elle ne s'arrête pas et que des horreurs sont commises tous les jours et que le peuple syrien souffre énormément. En hommage à ce peuple syrien et pour leur donner du courage, Oui, on va lire un texte de Samar Yazbek, La Marcheuse, voilà. dans la collection La Cosmopolite chez Stock. Et Chloé va vous lire la 4e de couverture, un petit morceau. Un petit morceau. À travers la déambulation vive et poétique de cette adolescente singulière dans l'horreur de la guerre, Samar Yazbek continue son combat pour exposer aux yeux du monde la souffrance du peuple syrien. Voilà, Voilà. c'est notre participation. Elle en écrit beaucoup, elle a écrit aussi 19 femmes, Oui. et qui est aussi un chef-d'œuvre et pour montrer la résistance et le courage des femmes en Syrie. Voilà. 2 hommes sont descendus de la moto. L'un d'eux a remis un sac en plastique à mon frère qui en a aussitôt vidé le contenu. Il s'agissait de vêtements, ces mêmes vêtements que j'ai portés ensuite. Durant tout notre parcours. Quand mon frère m'a tendu les habits noirs qu'on nous avait enjoint d'enfiler, j'ai senti l'anxiété me gagner. Il ne fallait pas qu'on voie mon visage ni mes vêtements bariolés. Apparemment, c'était la règle dans cet endroit de se couvrir, et les femmes étaient toutes obligées de porter ces vêtements-là. Leur couleur noire me déprimait, et je ne voyais pas bien ce qu'ils apportaient de plus que mon hijab coloré. Une fois habillés, nous avons embarqué sur la vol-voile. De temps à autre, mon frère utilisait sa main pour me bander les yeux, et moi je lui mordais les doigts en riant. Cela ne suffisait pas à le dérider, et je ne voyais pas où s'absentait son regard. Sa tête se balançait d'un côté à l'autre. Quant à moi, j'avais l'impression que j'allais recracher mes tripes par la bouche, tandis que nous oscillions tous les deux sur le siège. Ses doigts rugueux encerclaient mon visage, et je me sentais étouffée. La moto s'est arrêtée, et nous en sommes descendus. C'est alors que les 3 fantômes sont apparus. 3 combattants encagoulés malgré la chaleur. C'étaient eux qui devaient nous prendre en charge. Ils venaient pour nous guider durant un long périple qui se prolongerait jusqu'à la tombée de la nuit et nous emmènerait à travers de multiples dédales. Premier combattant.
Il y a quelque chose comme 1 heure de marche. Second combattant. Pas un mot. Personne ne moufte. Vu? Face à nous, il y a des chars et de l'autre côté, c'est infesté de barrages. Je veux pas entendre un souffle. 3e combattant. Suivez-moi, suivez-moi. On va longer la ligne d'arbres. Là-dessus, ils se sont enfermés dans le silence. Je n'arrivais pas à distinguer leurs traits, mais ce qu'on faisait avec eux me plaisait plutôt bien. Ils ressemblaient aux magiciens ou aux fantômes des contes. Ils portaient de longues pèlerines blanches et leurs têtes étaient enroulées dans des turbans. Ils parlaient à voix basse et leurs silhouettes s'estompaient dans la nuit tandis que nous les suivions. Mon frère avait cessé de me traîner brutalement. Il se contentait de me tenir par la main. Un peu avant que nous emboîtions le pas aux hommes fantômes, il m'avait glissé à l'oreille cette phrase terrifiante. Un seul geste et tu meurs. Ne crie pas, sinon on meurt tous. Subitement, un hélicoptère a tournoyé au-dessus de nos têtes. J'avais envie d'actionner ma langue car ce bourdonnement-là m'était familier. Nous avons interrompu la marche pour aller nous abriter, moi, mon frère et les 3 hommes fantômes à l'ombre d'un bosquet. Je n'ai compris ce qui se passait que le lendemain matin, quand j'ai appris que nous avions traversé une ligne de démarcation entre 2 factions lourdement armées qui se livraient une guerre sans merci. Avec les fantômes, on s'était caché sous les arbres et on s'abstenait de tout mouvement. J'ai néanmoins tenté de remuer mes doigts comprimés dans la main de mon frère. Elle s'était tellement contractée qu'on aurait dit une prothèse d'acier. Il m'a attiré vers lui et m'a gardé serré contre son torse. Il faut dire que je jetais des regards en direction des 3 fantômes pour essayer de voir à quoi ils ressemblaient. Lorsqu'il sentait que j'avais trop la bougeotte, il utilisait son autre main pour me bander les yeux. On est resté recroquevillés comme ça une bonne heure. Après quoi, les hommes fantômes ont décidé de poursuivre la route et on a suivi en silence. Mon frère a tiré sur la corde et ça m'a fait très mal au poignet. Quelque chose a jailli hors de ma bouche. Je n'ai pas su ce que c'était, même si j'en ai clairement senti la texture sur ma langue. Par la suite, mon frère m'a expliqué que j'avais crié. Je ne saurais pas dire ce qui était sorti d'entre mes lèvres, mais ce qui est sûr, c'est que si je les avais gardées closes 1 seconde de plus, je serais morte étouffée. Au moment où cet élément mystérieux est sorti de ma bouche, tout le monde s'est couché par terre. Mon frère m'a plaqué au sol d'un geste vif et mon visage a mordu la poussière. L'aube devait être sur le point de se lever. Je l'ai senti à la texture de la terre, aux odeurs environnantes, et j'ai gardé la bouche ouverte. J'étais entièrement figée, mon cœur ne battait plus, et pourtant je n'étais pas morte. Pour moi, c'était un phénomène bizarre. Quand j'ai enfin recommencé à entendre les pulsations de mon cœur, l'univers entier a semblé se contracter en un bruit de percussion cognant dans mes oreilles. Mon frère s'est mis torse nu, ôtant sa chemise. C'était sa préférée, une chemise rayée dans des tons clairs. Je me suis rappelé que c'était ma mère qui lui avait acheté dans une échoppe du souk de harika. La dite chemise exhalait à présent une odeur nauséabonde, mais ça ne l'a pas empêché de me l'appliquer sur la bouche comme un bâillon. Après avoir soulevé mon visage du sol, il a noué fermement les manches autour de ma mâchoire. Pendant qu'il s'affairait à positionner soigneusement le bâillon, j'ai remarqué un reflet humide sur sa joue. Ensuite, il a enroulé plusieurs fois l'étoffe autour de mon visage. Sous ce nouveau voile, on ne voyait plus que mes yeux. Je l'ai fixé, sans dévier. Mais une fois de plus, il s'est détourné. Resserrant encore la chemise autour de ma mâchoire, il m'a fait remettre debout. Les 3 hommes se sont eux aussi relevés et j'ai entendu un hoquet à peine audible. J'ai esquissé un mouvement vers mon frère. Je voulais lui manifester à quel point j'étais désolée de ne pas avoir suivi ses instructions à la lettre. Mais il ne me regardait pas. Et de toute façon, ma bouche était toujours bâillonnée par les manches de la chemise. Nous avons marché pendant 1 heure environ, empruntant diverses routes et chemins. Lorsque le ciel a commencé à ressembler à une grosse enclume noire percée de trous argentés, je me suis collée à mon frère. C'est à ce moment-là que le 2e fantôme a déclaré « On est en sécurité à présent ». Et c'est seulement alors que mon frère s'est tourné vers moi. Son regard était vide, comme celui des chats morts dans notre ruelle. Quant à moi, sous le ciel décoré de loupiottes argentées, j'ai remarqué ces petites coulées très douces que les larmes avaient sculptées en serpentant le long de ses joues. Nous venions de pénétrer
dans la zone de siège. Voilà. Alors pour terminer, Mm. Maram al-Masri, qui est aussi syrienne, hein, une poétesse qu'on aime beaucoup, Par la fontaine de ma bouche aux éditions Doucet. Mm. Voilà, on va vous lire un petit poème. Je me tiens comme la terre m'a créé, avec la poésie de mes forêts et le vent de mes blessures. Je vous livre l'odeur de la cuisine et de la chambre à coucher, la graisse et le miel. Un rêve découpé par un couteau qui écorce une orange. Voilà, pour cet 11e apéritif. Oui, Et et on vous puis, donne rendez-vous demain pour le 12e. Titine, Tintine. sur la chaîne YouTube Bibliothèque de Calian. Et on verra ce qu'on fait demain. Voilà. La journée de la femme, la journée de la femme, la journée,